Le chemin qui conduit un homme ordinaire vers un destin extraordinaire et bien mystérieux. Perdu et mélancolique sur cette falaise de Bretagne, il fixe l'infini, comme pour tenter inlassablement de retrouver l'autre temps, ce temps béni d'avant l'innocence perdue et les illusions bafouées. En apparence, rien ne saurait distinguer Bernard Boursicot d'un autre promeneur solitaire. Rien, sans doute, si ce n'est la jeunesse et la candeur, ne prédestinait Bernard à devenir un espion au service de la Chine communiste. Mais la robe d'une chanteuse d'opéra s'est invitée dans sa vie. Et cette passion, si lourde de secrets, est au cœur de son incroyable histoire. En 1949, la Chine s'éveille au communisme. La longue marche de Mao Tse-tung porte les espoirs de millions d'ouvriers et de paysans. Sa république populaire succède à des millénaires d'impérialisme dynastique. Refusant de suivre les directives du grand frère soviétique, Mao impose son propre modèle. Dès lors, la Chine vivra recluse entre ses murailles, cadenassée, inaccessible, impénétrable. 15 ans plus tard, la guerre froide a formé deux blocs opposés et surpuissants qui font peser sur le monde des menaces plus grandes encore. C'est le moment que choisit le général de Gaulle pour prendre une importante décision. Farouche défenseur de l'indépendance de la France vis-à-vis du bloc occidental, il va se montrer tout aussi opposé à la domination de Pékin par le bloc soviétique. Et le 27 janvier 1964, il décide de rétablir des relations diplomatiques avec la Chine communiste. Depuis mon AVC, je suis revenu à Shanghai il y a 3 ans. J'ai fait déposer toutes mes affaires ici, chez mon cousin. Ça reste en famille. Tout est un peu la Chine, la Chine, la Chine. Ça, c'est le grand drapeau chinois qui recouvrait le tombeau de Mao. Voici une photo de moi quand j'ai 20 ans en Chine. Une deuxième naissance dans un pays où tout est exotique pour moi. Et je découvre une Chine où on a un peu tous l'impression de se prendre pour Marco Polo. Tous les étrangers. Chacun a quelque chose à découvrir que l'autre n'a pas vu. Rien ne pouvait laisser penser que Bernard Boursicot suivrait les traces de Marco Polo. Bien loin de ces grands bouleversements historiques, le jeune Bernard Boursicot ne rêve que de cinéma, de peinture, de voyage. Il aimerait partir en Amazonie. De ses origines bretonnes, de son enfance laborieuse dans les frimas du Morbihan, il n'a gardé qu'une certitude. Sa vie est ailleurs, loin des dimanches matins pluvieux sur les marchés avec son père et de son modeste emploi d'aide comptable à Vannes. En 1964, il a 20 ans et c'est à Paris qu'il veut tenter d'étancher sa soif de culture. Il fréquente les milieux cinématographiques, rencontre le fondateur de la Cinémathèque française, Henri Langlois, et sa compagne, Marie Merson. Il lui parle de cette ambassade que la France a décidé d'ouvrir à Pékin. Ainsi, il avait donc raison d'espérer, de croire que les songes ne sont jamais totalement vains. Désormais, le rêve est là, si proche qu'il en tremble d'impatience. Ils me disent, on est pressé, et il faut un comptable tout de suite. Acceptez-vous. Alors, j'ai pas mis longtemps, j'ai dit oui, bien sûr. Puis au dernier moment, ils me disent, c'est annulé, vous partez plus en Chine. On s'est aperçu que vous étiez mineur, il nous faut une autorisation de vos parents. Un mois après son arrivée à Paris, Bernard Boursicot s'envole pour Pékin. On imagine l'exaltation et l'enthousiasme qui doit envahir l'esprit du jeune Breton, plongé presque par hasard au cœur de l'histoire en marche. C'est Claude Chaillet, premier représentant de la France à Pékin en 1964, qui devine que ce jeune homme totalement inexpérimenté brûle de curiosité. Bernard Boursicot est un provincial qui a été lancé comme un obus sur une autre planète, qui était à ce moment-là la Chine de Mao Tse-tung. Et il est donc sorti, je crois qu'il est de Nantes, sauf erreur,
Et il a été projeté comme un obus de Nantes à Pékin. Vous voyez tout de suite le caractère un peu extraordinaire pour un nouveau venu en Chine de faire partie d'une ambassade avec les ors qui s'accrochent à ces termes. Et donc, on peut comprendre, dans une certaine mesure, qu'il était un peu seul, probablement, et un peu désemparé. Le 25 octobre 1964, je suis donc arrivé à Pékin pour occuper un emploi de comptable à l'ambassade de France. C'est l'automne en Chine, c'est magnifique et très poétique, et c'est très rural. Les rues par lesquelles on passe, c'est vraiment la campagne dès qu'on est sorti de l'aéroport et jusqu'à l'arrivée au quartier diplomatique. Et je vois les Chinois qui ont tous l'air calmes et gentils en apparence. À l'époque, les Chinois s'habillaient tous de la même façon en uniforme Mao. Tous les dirigeants étaient habillés pareil, hommes et femmes aussi, vareuses. La vareuse était unisexe et uniforme, mais bien malin, qui aurait pu dire le sexe de l'autre. À l'inverse de cette aristocratie diplomatique française qui vit en vase clos, le jeune homme ne se lassera jamais de découvrir et de mieux connaître la Chine, fasciné par cette classe populaire dont il est lui-même issu, mais qui, ici, a pris le pouvoir. Bernard et son ami Patrice Fava, jeune chercheur en poste à l'ambassade, n'ont désormais qu'une hâte, enfourcher leur bicyclette et parcourir les ruelles de Pékin, plonger au cœur même des mystères de l'Orient. Tout le monde était habillé de la même manière, mais il est évident que j'ai jamais confondu les hommes et les femmes. Mais en revanche, moi qui avais les cheveux longs, j'entendais très souvent de la part des Chinois qui nous regardaient « Shenander Hashenuda ». Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? C'est une question stupide, mais personne n'avait les cheveux longs. C'était impensable pour un Chinois d'avoir des cheveux longs. Donc voilà. Et puis de toute façon, on était des martiens pour les Chinois. Les Chinois n'avaient pour la plupart jamais vu un étranger en os, en chair et en os. Donc où qu'on soit, on était l'objet d'une curiosité extraordinaire. Je croyais que j'étais sur une autre planète. La première fois qu'il la voit, c'est un soir de réception à l'ambassade de France. Alors que les gens du monde rivalisent d'élégance et de courbettes diplomatiques, Bernard est présenté à un personnage mystérieux. Son nom, Shi Peipu. Cet être hors du temps, qui d'un coup de crayon noir et d'un nuage de poudre de riz se transforme en princesse, fascine instantanément Bernard. Devant cette sirène orientale qui lui semble venir d'un autre monde, d'un âge immémorial de seigneurs de guerre, Boursicot ne tarde pas à succomber, et la flamme qui ce soir-là allume le cœur du jeune Breton ne vacillera plus. Mais ce que Bernard ignore et continuera d'ignorer jusqu'à sa perte, c'est que cette héritière d'une tradition millénaire est en réalité un héritier. Là, c'est Shi Peipu, un acteur ou une actrice d'opéra de Pékin. 过去的戏班里面的旦角啊，也就是女的，都是由男的来演的，他可能就跟，叫所谓下九流，可能就跟那个，怎么说呢，就是那些妓院啊、红灯区啊这些是一个档次的，所以说如果女人唱戏的话，就相当于就是进了那个地方，进了这个所谓过去的，跟妓女是差不多的，所以社会底层很低，女人是不能唱戏的。 你像女人唱戏，就相当于，就像做了妓女一样，所以呢，只有男人来唱戏。J'ai rencontré Shi Peipu à la fin de 1964, chez le chargé d'affaires, M. Chaillet. Ce qui m'a séduit, c'était le fait qu'elle ne s'habille pas comme les autres Chinois. Ça, j'ai trouvé que c'était particulièrement séduisant. Vu le niveau intellectuel qu'elle avait, parlant le français super couramment,
Il avait étudié chez les bonnes sœurs à Kunming, dans le sud de la Chine. Il était rare de trouver des Chinois. Il y en avait qui parlaient très bien français, mais quand ils parlaient très bien français, ils étaient utilisés soit par les services gouvernementaux chinois, soit par l'ambassade de France. Et il me fascinait parce que il avait une culture que moi je n'avais pas. En plus, il racontait merveilleusement des histoires. Et à ce moment-là, je prenais pas ça pour des légendes, mais c'était un peu sa vie qu'il racontait en filigrane. C'était inégalable. Tous les jours, il avait une histoire à inventer. C'était chez Razad, chez Peipo. Du vrai chez Razad. Ce Beppu était un personnage que, oui, d'une certaine manière, nous admirions en tant que chanteur d'opéra, quelqu'un qui avait une aura très particulière. Et le souvenir que j'ai, quand il se tournait vers Bernard Boursicot, il avait un certain visage, et quand il se tournait vers moi, il en avait un autre. Comme s'il y avait les deux aspects yin et yang, l'aspect masculin et féminin de ses personnalités. À mon arrivée en Chine, je n'avais pas d'expérience sexuelle. M. Peipo m'a tout enseigné à sa façon. Et moi, j'ai vu que du feu. Elle vient chez moi le 14 juillet 1965. Et là, pour la première fois, on fait l'amour et elle a sorti du sang. Et après, il a fait « Oh, j'ai mal ». Il me disait qu'il n'était pas pareil que des autres femmes, si bien que M. Peipo a pris en main, avec son art spécial, la façon de me faire jouir. Et il y est parvenu au-delà de ses espoirs, à mon avis, puisque ça fonctionnait très bien. On aurait tort sans doute de railler la naïveté et l'éblouissement amoureux d'un jeune homme de 20 ans. Dans les bras de Shi Peipu, il est initié aux règles strictes d'un plaisir codifié depuis des siècles. De ses ébats furtifs, accomplis dans l'obscurité et sans se dévêtir, il gardera la sensation de s'être vu livrer le secret de l'amour oriental, d'avoir été reconnu digne d'en partager les mystères les plus complexes. Le 13 décembre 1965, je quitte Shi Peipu et la Chine, convaincu que qu'elle attend un enfant de moi, et plein de culpabilité, je lui téléphone de l'aéroport de Pékin pour dire je reviendrai. Et elle me dit je vous attendrai. Bernard vient à peine de naître à la passion amoureuse qu'il semble déjà devoir y renoncer. Bien noté, le jeune homme est muté pour 3 ans au Moyen-Orient. La nouvelle est une promotion, mais elle résonne comme une sentence. Le cœur brisé, Boursicot doit se résoudre à ce déchirement. Il fait ses malles avec l'espoir et la volonté de retrouver au plus vite celle qu'il considère alors comme le seul et unique amour de sa vie. Les gens, en arrivant en Chine, se dépersonnalisaient. Ils devenaient... ils étaient infantilisés par les Chinois, et puis ils avaient une espèce d'admiration comme ça spontanée pour la Chine, ce qui était normal, ce qui était aussi notre cas. Et finalement, ils ne voyaient que les bons côtés. Et comme les Chinois avaient l'art de recevoir les gens, ils se sentaient de retour les ambassadeurs de la Chine à l'extérieur. La Chine était un pays qui était tellement fermé, tellement mystérieux. Le fait d'y être allé était déjà quelque chose de tellement formidable.
Et puis, l'intelligentsia française était très marxiste et voyait dans le modèle chinois tout ce que les autres pays socialistes n'avaient pas réussi. Alors que Bernard promène sa détresse et le souvenir de sa bien-aimée dans tout le Moyen-Orient, la Chine s'apprête à vivre la période la plus noire de son histoire récente. 1966. Après 17 ans d'un pouvoir qui lui a permis de verrouiller le pays, Mao veut désormais s'attaquer aux esprits. C'est la révolution culturelle. Prétexte mal nommé à un nettoyage idéologique, culturel et social. Elle fera près d'1 million de victimes. Désormais, l'histoire de la Chine ne s'écrira plus qu'à la lumière du Petit Livre rouge, recueil de citations du grand timonier qui efface d'un trait de plume des traditions millénaires. Il contraint et asservit toute production artistique et littéraire à la propagande révolutionnaire, embrigade des enfants dans ses armées de pionniers. Les intellectuels, les artistes sont arrêtés, jugés, humiliés, condamnés, rééduqués, contraints de partager le sort misérable des paysans. Étrangement, Shipeipu est épargné et ne subit pas le même sort que ses camarades. Est-il déjà un agent des services secrets chinois? C'est dans ce climat de terreur et de psychose que Bernard Boursicot va faire son retour en Chine. Le silence de Shipeipu, imposé par la situation, l'a rendu fou d'inquiétude. Je repars à Pékin, mais pas en tant que petit comptable, mais chargé des archives au service de la valise diplomatique. Dès mon arrivée, dès que j'ai posé les pieds à Pékin, je suis hanté par la nécessité pour moi de retrouver Shipeipu, ma femme et notre enfant. La chance ou la malchance fait que 2 jours après mon arrivée, je retrouve Shipeipu dans la banlieue de Pékin. J'ai frappé sur la porte, j'ai entendu Sheya, ça veut dire c'est qui? Et quand il a ouvert la porte, il a dit « Ah, c'est vous !» Et je lui ai demandé où est notre enfant, et il m'a sorti de son bureau une photo d'un gamin. À ce moment-là, il y a des gens qui frappent à la porte, et puis pour finir, c'est 40 personnes à peu près qui entrent dans l'appartement. Et puis lui, Shipeipu, il me dit « Restez calme ». Au bout d'un moment, il y a la police militaire qui arrive. L'amour est un regard qui ne voit rien, dit un proverbe chinois. Et on peut sans doute imaginer que le piège qui va se refermer sur Bernard a été patiemment et méticuleusement préparé depuis le premier jour, depuis la première minute de cette première nuit troublante et passionnée. Dès son retour à Pékin en 1969, il réclame ce fils qu'il ne connaît pas, mais que les services secrets chinois ont trouvé pour lui. C'est un orphelin ouïghour de 4 ans, qui peut aisément passer pour un métis et à qui on a appris le français. Mais Shipeipu lui dit qu'il vit à la campagne et qu'ils ne seront autorisés à le voir que si Bernard accepte de collaborer. J'avais toutes les dispositions en arrivant en Chine pour tomber dans un piège, mais Shipeipu m'avait ensorcelé. Le chantage est là, et le destin parle. Bernard Boursicot sera donc cet espion que la Chine a pris tant de soin à fabriquer. Quand je suis arrivé pour la première fois à Pékin, la personne qui m'accueillait à l'aéroport, c'était Bernard Boursicot. Et je me souviens très bien qu'on avait pris une bière à l'aéroport et j'étais impressionné parce qu'il avait commandé une bière en chinois, Yiping Pitio. Et moi qui avais déjà appris le chinois, enseigné le chinois, c'était un terme qui n'était pas de mon vocabulaire. Donc je me suis dit, ah ben voilà quelqu'un qui connaît bien la Chine. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai fait mes premiers pas dans Pékin, qui m'a emmené dans les petits restaurants, où finalement... Et surtout à une époque où les étrangers et les diplomates
étaient quand même véritablement terrorisés à l'idée d'aller se promener en ville, parce qu'on était quand même au lendemain de la Révolution culturelle, et il y avait eu de nombreux incidents, notamment devant l'ambassade de France. L'ambassade de France avait été encerclée par les gardes rouges. Il y avait toute cette psychose qui était encore là, et finalement, beaucoup de gens sont restés confinés dans leurs immeubles diplomatiques et n'ont jamais été à l'aventure dans Pékin, n'ont pas essayé de partager la vie des Chinois et essayer d'aller à leur rencontre. Ce qui était très difficile, puisque finalement, les Chinois, à cette époque-là, n'avaient pas le droit d'entrer en contact avec les étrangers. Nous étions en gros tous considérés comme des espions. C'est Patrice Fava qui, à partir de 1970, filme la Chine au quotidien. Images rares. Avec son ami Bernard, ils vont ainsi s'imprégner chaque jour un peu plus de la réalité chinoise, découvrir chaque jour d'un peu plus près les affres d'un système totalitaire qui verrouille les esprits, réduit toute volonté au culte d'une pensée unique. Avec Bernard Boursicot, je me suis très souvent aussi promené comme ça, avec ma caméra, dans les petites rues. Donc il a aussi été très souvent mon assistant, entre guillemets. C'était quelqu'un qui était un peu téméraire. Donc, à une époque où beaucoup de gens n'osaient pas sortir de l'ambassade, nous faisions figure tous les deux de gens qui prenions des risques. Mais en fait, il y avait toutes sortes de difficultés pour tourner à cette époque-là. D'abord, la curiosité des Chinois, des regards caméra. Dès qu'on était quelque part, un étranger, plus une caméra, on créait des attroupements formidables. Et puis, en plus de ça, on avait souvent affaire à des activistes qui trouvaient que ce qu'on filmait n'était peut-être pas ce qu'il fallait filmer. Et donc, il est arrivé plusieurs fois que je me retrouve, par exemple, dans un comité révolutionnaire, interrogé, écrivant mon autocritique. Peu à peu, Patrice et Bernard participent même aux réunions des comités de quartier. Séances de lavage de cerveau au cours desquelles les gardiens de la Révolution s'assurent que les pensées de Mao sont comprises, assimilées, enregistrées, incontestées. Et d'ailleurs, avec Bernard Boursicot, on avait une expression, quand on allait quand on allait faire nos autocritiques dans les comités révolutionnaires, on disait qu'on s'était fait masser. Parce que c'était toujours vis-à-vis des masses. On pouvait avoir un comportement qui n'était pas adapté au désir des masses. Depuis le début de la Révolution culturelle, Mao fait planer dans tous les esprits la menace d'une agression américaine ou soviétique. À l'ambassade de France, Bernard Boursicot est désormais responsable de la valise diplomatique. Un poste subalterne, mais hautement stratégique pour les Chinois qui ont un besoin vital d'information. Les Américains, qui se battent toujours au Vietnam et sont présents en Corée du Sud, n'ont pas reconnu le régime communiste de Pékin. Ils font donc transiter tous leurs documents par l'ambassade de France. Le piège qui s'est refermé sur Bernard est dès lors une véritable aubaine pour les services secrets chinois qui vont, grâce à lui, avoir accès à des milliers de documents top secrets. C'était des piles de documents qui arrivaient tous les 15 jours par la valise diplomatique et je les triais. Et puis, j'essayais de voir qu'est-ce qui était intéressant pour la Chine dans le contexte politique de l'époque. Et les documents parlaient de la vision qu'avaient et les Américains et les Russes sur la Chine. Et je pensais, et puis jamais on m'a dissuadé, que ça intéressait le gouvernement chinois. Toute la politique intérieure et extérieure de la Chine tournait autour de deux grands dangers. L'impérialisme américain, les Américains et la guerre du Vietnam, et puis alors encore plus important que ça, c'était l'Union soviétique. Et dans Pékin, dans les années 70-71, on creusait des souterrains dans toute la ville. Toutes les petites ruelles de Pékin, tous les routons étaient le ventre ouvert et on crée une véritable ville souterraine. Toutes les universités avaient leurs abris souterrains. Donc on se préparait à une attaque imminente de l'Union soviétique. Et ça, c'était le grand danger. Tous les slogans qu'on voyait à la campagne, « Beijan, Beihuang, Wei Zhenmin », préparer la famine, préparer la guerre pour le peuple. À l'ambassade de France, Bernard semble mener la vie d'un petit fonctionnaire zélé. Il s'est fondu dans le paysage et personne ne fait vraiment attention à ses allées et venues. Dès lors,
Qui pourrait deviner que le jeune homme si rigoureux, qui trie, distribue et archive le courrier, est désormais l'une des principales sources d'information du régime chinois. Pour faire mon devoir internationaliste, je pensais qu'il fallait que je leur montre quelques documents de l'ambassade de France. Je tâchais toujours d'apporter un sur la politique de l'URSS, un autre sur le conflit sino-soviétique, vu de Moscou, et puis des dépêches venant de Washington. Shepei-pu m'a dit, il faut pas plus de 3 documents qu'il faut apporter, parce que sinon ils vont croire que c'est facile. Comme j'étais très bien noté, 19 sur 20, personne ne soupçonnait qu'il y avait une taupe à l'ambassade de France, et surtout pas moi. 3 fois par semaine, je sortais de l'ambassade à midi avec des documents dissimulés sur mon parka. Je prends ma bicyclette. À peu près 3 km plus loin, il y avait 3 policiers dans un sidecar qui m'attendaient et qui démarraient quand j'étais passé. Et c'est au bout d'un moment seulement que j'ai compris que j'avais une escorte pour me protéger. Les agents de liaison venaient les prendre et les photocopier. Et Shepei-pu me disait, vous avez bien travaillé aujourd'hui. Ils sont partis très contents. Quand je sortais de chez Shepei-pu, il y avait à ce moment-là 3 ou 4 types qui me suivaient à bicyclette et qui abandonnaient leur surveillance dès que j'arrivais à proximité de l'ambassade. La première fois, j'avais des remords quand même. J'étais gêné de trahir. Mais la seconde fois, la troisième fois, la quatrième fois, à la suite, c'était devenu une habitude. Je crois que Bernard Boursicot, il aimait la Chine d'une façon affective. Il aimait l'aventure chinoise. Il était là, non pas pour écrire des livres sur la Chine, ou pour faire des films, ou pour faire des conférences sur la Chine. Il était là, il vivait les choses. Alors évidemment, à l'époque, on ne savait pas ce qu'il vivait en Chine. Mais évidemment, il vivait une expérience rétrospectivement qui, on peut penser, passionnante, puisqu'il avait des contacts avec les Chinois alors que nous-mêmes, nous n'en avions pas. Les étrangers étaient complètement coupés des réalités chinoises et surtout du contact avec les Chinois. Et apparemment, lui, il était en Chine comme un poisson dans l'eau. Et à travers Shepei-pu, mais apparemment, il rencontrait beaucoup de Chinois. Envoûté par cette Chine qui a éveillé sa sensualité en même temps qu'elle lui donnait une famille, le camarade Boursicot, agent de la révolution prolétarienne, ne va pas tarder à trouver la récompense de ses services. Fou de joie d'avoir récupéré Shi Doudou, ce fils si tendre qu'il appelle papa, il est bientôt autorisé à sillonner le pays. Avec Shepei-pu et Shi Doudou, il visite la province natale de Mao, admire les monts de la longévité céleste ou les tombeaux de la dynastie Ming. Ombre laborieuse à l'ambassade, il croit être devenu, en dehors de ses murs, une personnalité considérée et couverte d'égards. Je n'avais pas l'impression de trahir la France ou des intérêts français. J'ouvrais les yeux aux Chinois sur comment fonctionnait le monde. Ils étaient si bornés dans leur propagande que je trouvais que je rendais service. J'étais mûr pour servir, pas pour trahir. Pour moi, c'était pas trahir, c'était servir la Chine et me montrer diplomate à mon tour, puisque en France, dans le système français, j'étais pas grand-chose. Moi, je n'oublie pas que Boursicot n'a pas fait ça pour l'argent. Il a fait ça en 2 mots, par passion. Il avait un comportement qui n'était pas le comportement de la norme. Hein. Il n'était pas le monsieur distingué de la communauté diplomatique, etc. Donc c'était un peu un être fantasque qui avait peut-être des problèmes personnels, hein, des problèmes aussi, des problèmes psychologiques, mais qui vivait très bien avec tout ça.
hein, donc il était normal qu'il soit, voilà, qu'il soit parmi nous, mais d'une manière un peu étrange parfois. En 70, 71, 72, on ne couche plus ensemble avec Shepei-Pu. De temps en temps, il me faisait un service sexuel. Et puis, moi, je n'étais pas si curieux que ça. Et à chaque fois que je lui disais « mais je veux voir », il disait « comment vous ne me croyez pas ?» Il prenait ça comme une insulte personnelle. Et votre fils, j'ai tant souffert pour l'avoir. Vous savez, c'est pas facile. Est-ce qu'il s'est fait manipuler? C'est difficile de le dire. En tout cas, si il a fait cela pour sauver Shepei-Pu, pour ne pas attirer d'ennui à Shepei-Pu, pour le protéger, bon, c'est peut-être vrai. En tout cas, peut-être que Boursicot était quelqu'un d'assez naïf aussi, qui n'a pas mesuré la gravité de ce qu'il était en train de faire, parce que c'était quelqu'un d'un peu écervelé, hein. C'était quelqu'un qui improvisait beaucoup, probablement, son existence. Je ne crois pas qu'il ait planifié d'être en Chine pour devenir un espion. Je pense que les choses se sont passées au fil du temps, au fil des rencontres, et tout ça est fait de beaucoup de hasard, sans doute. Je le voyais comme quelqu'un de marginal, d'inadapté, comme quelqu'un qui vivait un peu en dehors de la société des diplomates, qui n'avait pas véritablement d'amis parmi les gens de l'ambassade. Il en avait peut-être aussi à l'extérieur, puisqu'il arrivait souvent qu'il parle de rencontres avec d'autres gens. Mais finalement, c'est très très difficile de savoir qui il était. Moi, je le voyais plutôt comme un personnage de roman. En 1972, quand j'ai quitté la Chine, le service secret chinois avait proposé un sac plein d'argent. Ils ont insisté, j'ai dit non, 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 non. Shepei-Pu m'avait prévenu, si vous refusez tout, vous serez un héros. Vous voyez le traitement qui était réservé à ceux qui avaient rendu des services. Et les héros, c'était un statut tout à fait différent et inaccessible à quelqu'un d'ordinaire. En 1972, Bernard Boursicot quitte la Chine en héros, fier d'avoir assuré la protection de sa femme et de son fils. Pendant les 6 années que dure leur séparation, ils s'écrivent, se promettent de vivre ensemble. En 1978, Bernard est envoyé en Mongolie, où l'ambassade de France est rattachée administrativement à celle de Pékin. Et c'est à Boursicot que va revenir la mission d'y acheminer la valise diplomatique. Une fois par mois, pendant 4 ans, Bernard livrera à nouveau les secrets qu'elle contient et pourra passer du temps avec sa famille. Ensuite, il est muté au Belize, en Amérique centrale. C'est alors que Shepei-Pu débarque tout à fait officiellement à Paris, profitant d'un programme d'échange culturel en compagnie de Shi Dudu. Et si son arrivée à Roissy est filmée par la télévision française, c'est que Shepei-Pu est considéré comme une star de l'opéra de Pékin et qu'il jouit d'une grande popularité dans certains milieux culturels français. Une situation qui suscite encore aujourd'hui bien des interrogations. Les services secrets chinois essayaient-ils de réactiver la source Boursicot ? Pourtant, le 30 juin 1983, la carrière d'espion de Bernard Boursicot se termine. Pendant toutes ces années, le commissaire Nart ne s'est douté de rien. Bernard est rigoureux, bien noté, insoupçonnable. Ce sont les Américains, la CIA en l'occurrence, au début des années 80, qui nous ont informés d'une trahison à l'ambassade de France à Pékin. Ça, ils sont assez jaloux, les services. Mais comme, si vous voulez, leur télégramme était également compromis, ils avaient intérêt à ce qu'on l'arrête.
On a fait une enquête. Malheureusement, Bernard Boursicot avait été entre-temps muté à Belize. Nous n'avions pas du tout l'intention, pour ménager un effet de surprise, d'aviser le Quai d'Orsay pour le rapatrier à des fins d'interrogatoire. Nous avons attendu qu'il vienne de manière naturelle, c'est-à-dire à l'occasion de congés, pour l'interpeller. L'arrestation a été un tout petit peu compliquée parce que nous avons dû intervenir au moins à 2 reprises. La première fois, il n'était pas là, il était absent de son domicile. Mais les fonctionnaires qui sont intervenus ont noté la présence d'un Chinois dans son domicile. Nous sommes revenus quelque temps après. 3 types me sautent dessus, par derrière, en me prenant, et en criant « police, police, police ». Ils me disent « on a quelques questions à vous poser ». Puis moi je leur dis « mais je suis diplomate, vous ne pouvez pas m'arrêter ». Je m'accroche à un arbre. Et là, ils me mettent les menottes. Et il a été interpellé et conduit à l'époque rue d'Argenson, qui était le siège du contre-espionnage de la DST. Ils étaient bien informés. Le commissaire Nart me dit « on veut savoir ce que vous avez fait en Chine entre 1969 et 1972 ». Nous avons découvert le piège dans lequel il était tombé par ses déclarations en explorant les relations qu'il pouvait avoir avec les citoyens chinois, ce qui, à l'époque, pour un Chinois, c'était formellement interdit d'avoir des relations avec un occidental. Donc il y avait là un problème. Et bon, il nous a expliqué qu'il était en relation intime avec une femme qu'il a appelée Chipépou. De cette relation, selon Boursicot, était né un petit garçon dont le nom était Chidoudou. Il me tournait autour avec un dossier en plastique où il y avait la photo de Chidoudou, entre autres. Et là, j'ai craqué, comme on dit. Puisque c'était moi qui avais la charge de l'ensemble de l'affaire, mais j'ai interrogé Chipépou. Et j'avoue avoir eu en face de moi quelqu'un qui présentait les caractéristiques d'une femme, point de barbe, les mains graciles, etc. Si vous voulez, sur le moment, il m'est pas venu à l'esprit que tous les rôles de l'Opéra de Pékin sont tenus par des hommes, y compris les rôles de femmes. Donc moi, j'ai interrogé une femme. Quand j'ai découvert que Bernard Boursicot était l'espion numéro 1 et le danger public numéro 1 qui avait été pris par la police, évidemment, j'étais comme tout le monde, je découvrais, à travers la presse française, ses activités, ce qu'on racontait. Évidemment, tout ça me paraissait à la fois exagéré et en même temps un peu incroyable. Donc, entre nous, on en parlait. Est-ce que c'était une provocation du ministère des Affaires étrangères, du Quai d'Orsay, de la DST? Évidemment, il y avait beaucoup de flou autour de toute cette histoire, jusqu'à ce que finalement, les choses deviennent de plus en plus claires. Quelques semaines après, lorsque nous avons déféré l'ensemble de ces protagonistes auprès du juge au palais de justice, ce magistrat m'a téléphoné en me disant, sur un ton très ironique, « Monsieur Nart, j'ai fait examiner Monsieur Chipépou et je peux vous dire que ce n'est pas une femme. » Il employait l'expression, je peux vous dire qu'il en a 2 bien suspendus. Pour avoir le cœur net de cette affaire-là, il avait dû faire appel à un médecin, que Chipépou s'était fortement défendu, qu'il avait mordu le médecin, lequel avait battu en retraite, et ce sont alors plusieurs personnes qui l'ont maîtrisé et qui ont examiné son sexe et établi de manière formelle sa qualité d'homme. Le 3e soir où j'étais en tôle, j'ai appris par la radio la Matari chinoise était un homme. Je me suis dit, c'est pas possible.
J'étais au 3e étage du lit en tôle. Je suis tombé 2 fois dans la nuit. 8 mois après, on a eu une confrontation. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit? Et il m'a répondu superbement, on n'a pas eu le temps. Je lui ai dit, est-ce que je peux voir? Et il a baissé son pantalon. Quand j'ai eu la preuve, que j'ai vu que ce Pei-Pu était bien un mâle et m'avait trompé toute la vie, et qu'en conséquence, ce Pei-Pu ne pouvait pas être la mère de ce doudou, je voulais en finir avec la vie. J'ai bien fait une tentative de suicide avec une lame de rasoir, mais ça n'a pas suffi à me tuer. Et après, pendant des mois, je vivais comme un zombie, mais en plus en tôle. Et je n'avais plus confiance ni en moi, ni en personne. Le français et le chinois qui espionnaient au profit de la Chine et dont l'histoire d'amour assez étrange avait étonné d'une certaine façon les magistrats. Le verdict est tombé il y a moins d'1 heure à la fin du procès d'espionnage extravagant jugé depuis hier devant la cour d'assises spéciale de Paris. L'artiste chinois ainsi que l'attaché de l'ambassade de France à Pékin, accusés d'avoir livré des documents en secret défense à la Chine, tous deux ont été condamnés à 6 ans de réclusion criminelle. Les 2 accusés ont bel et bien participé à une opération des services secrets chinois. Shi Pei-Pu, intellectuel et artiste, a déployé son grand talent d'acteur pour séduire Bernard Boursicot. Le fonctionnaire français, naïf et simplet, a trahi son pays en livrant de nombreux documents aux autorités chinoises. Pour moi, c'était même la honte que ce Pei-Pu ne soit pas une femme et que je me sois fait berner de cette façon-là. J'aurais été membre du jury et je lui ai dit. J'aurais été membre du jury, je l'aurais condamné. Parce qu'il a transmis à une puissance étrangère. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Selon le code pénal, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il doit être condamné. Je n'avais pas l'impression de trahir du tout. L'impression de servir 2 pays. Et je ne vois pas en quoi, ça, même encore maintenant, partager des opinions politiques avec les Chinois, c'était trahir la France. C'est difficile de dire espion ordinaire, espion extraordinaire. Un espion, il devient extraordinaire dans la mesure où il fournit des renseignements et des documents extraordinaires. Mais le personnage en lui-même était effectivement ordinaire. Mais les grosses affaires, c'est souvent des personnages très ordinaires qui les font. Acteur abandonné d'un théâtre trop vaste, dont les intrigues le dépassent, Bernard Boursicot purge sa peine à Fresnes, puis au centre de détention de Melun. Entre les 4 murs de sa cellule, terrassé par la honte et les regrets, il comprendra enfin la perversion de Shi Pei-Pu, dont il a cru jusqu'au bout partager le secret le plus intime. Une prise de conscience d'autant plus amère pour Bernard que Shi Pei-Pu ne sera presque pas inquiété. Sous la pression de Pékin, François Mitterrand le gracie en avril 1987, moins d'1 an après sa condamnation. Ce Pei-Pu a été libéré parce que la Chine a fait pression et a signé de gros contrats avec la France. Et le politique l'emporte sur la justice dans ces cas-là. Pour Bernard, l'ultime affront reste à venir. Car contre toute règle qui voudrait qu'un espion découvert puis emprisonné soit ensuite expulsé, Shi Pei-Pu va pouvoir rester à Paris en toute tranquillité. Il survit avec Shi Doudou grâce à une maigre pension de l'ambassade de Chine et à des cours de chant. Et il exerce désormais ses talents de séducteur auprès de cinophiles, artistes et membres de la diaspora chinoise. C'est une histoire machiavélique, mais menée de haut de main par quelqu'un qui est naturellement pervers, puisqu'il est mort, on peut le dire. Hein. J'étais le hochet de ce Pei-Pu, mais en même temps, c'est l'acteur frustré. Pour lui, c'était une sorte de spectacle de sa vie, surtout sa vie avec moi. J'estime que je suis
le héros de l'histoire la plus idiote du siècle. Et ça, c'est quand je réfléchis. Et que... il n'y a pas de quoi en être fier. À sa sortie de prison, Bernard Boursicot voudrait sans doute disparaître, se fondre dans l'ombre bienveillante de l'anonymat. Mais son histoire est devenue plus grande que lui. Il est bien vrai que votre histoire a inspiré d'abord une pièce de théâtre, qui a été créée à Broadway en 1988, reprise dans une trentaine de pays, malheureusement pas la France, puis un film donc, de David Cronenberg qui va sortir en France sous le titre M. Butterfly, avec Jeremy Irons, qui n'est pas rien, dans votre rôle, et puis John Lone, qui est un homme qui joue le rôle de la chanteuse. Alors, comment cela se peut-il? C'est vrai. On me raconterait l'histoire, j'aurais peine à y croire. Mais elle vous est arrivée. Oui, parce que... Mais alors, est-ce que cette femme parce avait... Parce que j'ai suivi ma passion, j'ai suivi... bon, j'étais fasciné, amoureux. Elle vous a obligé à espionner au profit de la Chine, vous avez été condamnés tous les deux, et elle vous a grugé dans votre sexualité même. Ah, ça c'est encore plus douloureux. Oui, c'est encore plus douloureux, c'est évident. C'est un film magnifique, plein de poésie. Le rôle de Shipei-pu était proche du vrai. Un peu moins pervers que le vrai. Il était dans une espèce de très grande confusion mentale, s'identifiant après coup aux personnages qui avaient été les héros du film de Cronenberg, d'une pièce de théâtre à Broadway, etc. Donc son image s'était démultipliée comme dans un miroir, et je crois qu'il ne savait plus très bien qui il était. Désormais, le destin de Bernard Boursicot ne lui appartient plus. Il n'inspire pas seulement David Cronenberg, Broadway et Hollywood, mais aussi des artistes comme Liu Fong, une étoile montante de la peinture chinoise contemporaine.到这个系列呢，就是我觉得危机感加重了，然后这个人呢，好像时时刻刻有一种威胁感，好像要危机时刻要降临，然后也不像这个，实际上是我这是班长之后。 我重新审视一下这个中国文化，还有中国这种环境，画一幅受班长启发画，这种人的这种生存时时刻刻的受到一种外在的压力，一种莫名其妙的一种紧张感，是得不到缓释的。 Pourtant, malgré la souffrance et l'humiliation, Bernard Boursicot n'a jamais cessé d'aimer profondément la Chine. Et il y retournera souvent, jusqu'à ce qu'il soit victime en 2008 d'un grave accident vasculaire cérébral. Il revenait aussi en Chine avec un peu cette idée qu'il aurait voulu être reconnu par les Chinois. En fait, je crois que Boursicot, il vit beaucoup avec ce problème d'être mal aimé. Donc, il a besoin de reconnaissance, il a besoin d'amitié, il a besoin de gens sincères qui le reconnaissent tel qu'il est, alors qu'il a été plutôt un peu toujours mis à l'écart, un peu toujours voilà, marginalisé par les autres. Je 就是我们聊天的时候，我就劝他，然后做人应该把过去都忘记了，然后这个往前看。他一开始呢，他可能也就是略微的可能会听你的，但是之后就是马上又回去了，哈哈哈哈哈哈哈哈哈，又变成他那样的了。就是这些东西说了没有用，就这边说这边就出去了。Peut-être qu'après beaucoup de mensonges, ici ça devient si épais qu'on peut même pas rougir, comme disent les Chinois. Aujourd'hui, Bernard Boursicot s'efforce de vivre avec le poids d'une peine inconsolable. Bernard a tout perdu. Ce fils qu'il croyait de lui et qu'il chérissait,
Cette femme, qui était un homme et qu'il a pourtant si follement aimé, et jusqu'à cette santé désormais fragile qui lui interdit de voyager. La honte et les regrets, ces invités funèbres au banquet des souvenirs, ne masqueront pourtant jamais le fardeau d'un amour volé. Homme libre, toujours touché vers la mer, Baudelaire. Je te salue, vieil océan, de notre Hermont. L'océan, pour moi, est synonyme de liberté et j'espère qu'il me ramènera en Chine où j'aurai envie de finir ma vie. La Chine me manque.